Dear Valid people. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence Dear Valid People. Alors, on va laisser peut-être rentrer les gens un petit peu progressivement. Juste par levée de main, qui n'est jamais venu à une conférence Dear Valid People ? Ok. Quoi ? Mes invités ne sont jamais venus ? Ok, donc juste pour information, Dear Valid People, c'est un podcast qui a été créé en 2019 par Damien Farjou, ici présent. L'idée, c'était de pouvoir parler de handicap en interrogeant des personnes concernées directement par le handicap, ou en tout cas proches, et de pouvoir échanger sur plein de sujets et politiser cette question aussi, donner la place à. Depuis septembre 2023, on a créé une association du même nom. L'idée, c'est toujours de parler de handicap à travers différentes formes. Donc là, on est sorti des studios de la radio pour venir en conférence avec du public. On aimerait aussi ouvrir des cercles de parole. Enfin, voilà, il y a plein d'autres projets qui sont là. Et vous pouvez adhérer à l'association avec joie. Tout pour nous suivre ou quoi, on est sur les réseaux sociaux, à Dear Valid People, sur Hello Asso et compagnie. Alors, petit point technique avant que j'introduise le sujet. On parle avec des micros parce que la conférence est enregistrée, donc pour être ensuite disponible en podcast sur YouTube et puis ensuite sur les plateformes d'écoute. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pourrez demander le micro à cette personne ici présente qui va lever le micro. Merci. Et si jamais vous avez pas du tout envie de poser la question oralement, ce qui s'entend, il y a maintenant, à ce jour, un petit QR code que vous pouvez voir ici présent, là-haut, à gauche, où vous pouvez donc le scanner et poser la question sur l'application correspondante. On espère que le réseau fonctionnera, mais ça, c'est autre chose. Alors, bienvenue donc, encore une fois, pour cette énième conférence, où aujourd'hui, on va parler de sexualité et de handicap. Alors, on a lancé un triptyque autour des relations intimes, relations de couple et donc relations de sexualité, depuis 3 mois. Donc, la question de la sexualité, elle nous semblait importante à aborder. Forcément, c'est un peu aussi la suite logique de ces premiers échanges. Et aussi parce que c'est une question qui reste à la fois assez taboue dans la société, comme la question de la sexualité de manière générale, mais en plus la question des personnes handicapées, elle reste taboue et à la fois très présente, très prégnante. On veut savoir comment les personnes handicapées font l'amour. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Vraiment, je pense que c'est ce qui revient toujours. Et là, je vois un lien direct avec l'idée de la transidentité, où on demande rapidement aux personnes trans ce qu'elles ont entre leurs jambes. Donc voilà, je trouve ça intéressant de faire des liens comme ça. Et donc nous, c'était important pour nous d'en parler donc avec des personnes concernées directement, et de politiser vraiment cette question, parce que en fait, spoiler, les personnes handicapées ont une vie sexuelle. Voilà, on va aller dans le vif du sujet. Et oui. Donc on va se poser des questions. Est-ce que c'est la situation de handicap qui influence les sexualités ? Est-ce que ce sont d'autres choses plutôt ? Quels sont les freins principaux, mais quelles sont aussi les opportunités ? Est-ce que la sexualité est réellement source d'épanouissement à différents niveaux ? Et comment est-ce qu'on peut réellement y accéder ? Et poser la question de l'accès à la sexualité. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mes deux invités, donc Cybèle L'Espérance, bonsoir. Bonsoir. Et Nadia Morand, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de vous laisser vous présenter, mesdames, de vous laisser la parole, juste un petit point de précision.
Donc on va parler d'accompagnement sexuel, entre autres, ce soir. Et on va parler d'accompagnement sexuel comme en fait un axe de compréhension d'accès à la sexualité. Et évidemment qu'il n'y a pas que cet accès-là et qu'il n'existe pas que ce prisme-là. Mais ça me semblait aussi important d'en parler parce que, encore une fois, ce sujet est mené aussi politiquement, sociétalement, et voilà, on dit un peu tout et plein de choses. Donc, c'est une première porte d'entrée. Juste aussi un autre point un peu situationnel. En France, donc, l'accompagnement sexuel il est considéré comme de la prostitution. Le travail du sexe, donc la prostitution, est légal, mais n'est pas reconnu comme un travail à part entière. La loi interdit l'achat de services sexuels, et donc il y a une pénalisation des clients. C'est un état des lieux très très bref sur la situation en France, très très bref. On rentrera dans le détail plus ou moins, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir un peu comprendre de quoi il s'agit, et on va pas aller sur le sujet et sur le débat de la reconnaissance du travail du sexe ou non, c'est pas du tout le sujet ici. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de parler handicap et sexualité. Voilà, pour un petit point d'introduction, un peu long quand même. Donc on est ensemble pendant une petite heure et demie. Je vais maintenant vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter tour à tour ? J'allais faire la blague, je disais que c'était une introduction, moi je trouvais que c'était plutôt des préliminaires, mais oui. bon après, voilà, le mot préliminaire est chargé de d'autres connotations. Ouais. Moi c'est Cybèle L'Espérance, je suis travailleuse du sexe, j'exerce en tant qu'escorte et comme accompagnante sexuelle. J'ai déjà été invitée sur le podcast de Dear Valid People avec un de mes collègues masculins, Fabrice, et donc on avait évoqué effectivement beaucoup le concret de comment se passent les accompagnements sexuels, quelle est la situation en France, etc. Donc j'avais eu la joie d'échanger sur ces sujets-là. Moi, je suis travailleuse du sexe depuis 10 ans, mais je me suis intéressée au handicap seulement à partir de 2018. Et on m'entend bien ? Oui, c'est bon ça... Ok, super. Et donc j'ai fait la formation de l'APAS, l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Et à l'époque, disons que ça m'est pas venu naturellement. J'étais déjà escorte avant et je pratiquais quelque chose qui pouvait ressembler à une forme d'accompagnement sexuel, sensuel auprès de personnes qui se considéraient handicapées dans leur sexualité. Souvent, c'était des personnes qui étaient sur le spectre de l'autisme ou qui avaient une timidité maladive, qui s'identifiaient geek, par exemple. C'était le terme que j'utilisais. Moi, j'avais une communication sur la thématique geek, qui ne veut pas dire la même chose au Canada, dont je suis originaire, vraiment qu'ici, il y a des connotations qui sont différentes. Du coup, moi, je m'étais orientée un peu comme ça, mais je n'avais jamais utilisé le mot handicap. Je n'avais jamais utilisé le mot accompagnement dans tout ça. C'était juste, écoutez, si vous avez des problématiques qui vous bloquent dans votre sexualité, vous êtes les gens pour qui j'ai commencé le travail sexuel, bon, mis à part la thune, bien entendu, mais en tout cas, vous êtes les personnes que j'ai envie de rencontrer et avec lesquelles j'ai l'habitude d'interagir, de vivre des situations de séduction, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet sexualité et handicap. Je suis venue par la bande, mais surtout après, quand je suis arrivée en France, après une pause du travail sexuel pendant 1 an, j'ai voulu reprendre dans un nouveau pays où la loi n'est peut-être pas la même qu'au Canada, finalement elle est très semblable, mais à l'époque, c'était une crainte. Il faut savoir que je suis née en France, j'ai immigré parce que je suis mariée. Donc voilà, et donc, dans cette immigration, la question s'est posée, oui, mais bon, en France, c'est pas la même chose qu'au Canada. Tu vas voir, c'est très différent. Vous êtes vachement plus ouverts. Hein. Le Canada, on est censé être toujours vachement plus avancé, vachement plus ouvert. Et du coup, c'est pas très différent. Mais le fait de suivre une formation où il y aurait un juriste qui nous donnerait le topo de la loi en France, moi, je me disais que ça rassurerait mon mari. Donc, je dis, allez, retournons par la porte du handicap via le biais d'une association et pourquoi pas, peut-être rendre service. Que j'avais été sollicitée par des soignants qui savaient que j'avais été TDS par le passé. Donc c'est comme ça que j'y suis revenue et c'est comme ça que je suis devenue militante, non pas pour l'accompagnement sexuel, mais pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Et j'ai pas mal milité au STRAS et maintenant les questions... Maintenant je m'identifie handicapée aussi. Le syndicat des travailleuses du sexe sexuel, le STRAS. J'étais militante pendant presque 3 ans. Une petite militante chez AIDS aussi, une asso de prévention du VIH qui va à la rencontre des gens sur le terrain.
Voilà, j'ai l'occasion demain d'aller chez Médecins du Monde aussi. Voilà, on a pas mal d'alliés sur ces métiers. Mais du coup, moi, l'accompagnement sexuel, c'est une des choses que je fais parmi tout le panel du travail sexuel et dans lequel je suis impliquée. On va y revenir. Nadia. Moi, c'est Nadia Morand. Je suis sexologue clinicienne et formatrice. Formatrice en particulier sur les questions de sexualité, handicap et validisme. Je suis également superviseuse et cofondatrice de l'association Le Labo de Vie. Dans mon travail de sexologie clinique en consultation, j'ai des personnes tout venant, y compris des personnes handi, mais pas que. Et puis, je suis moi-même concernée, ayant un corps atypique qui a été beaucoup médicalisé, on va dire. Vous avez fait une super conférence qui a été filmée et enregistrée dans le cadre de la quinzaine du festival. Je vais retrouver. La quinzaine de l'égalité. Voilà, super, merci. Sur la représentation des personnes handicapées, sur les représentations des personnes handicapées. Donc, je ferai peut-être pas mal d'écho à ça, enfin de retour à ça, parce que vous avez dit vraiment des choses très très intéressantes. Et donc on va pas revenir trop sur la représentation des personnes handicapées dans la société, et on vous enverra sur cette géniale conférence qu'on mettra en lien. Mais peut-être pour rentrer un peu dans le vif du sujet, la conférence elle s'intitule Comment le handicap influence les sexualités. Et j'ai envie de vous poser la question de ce que vous pensez de ce titre, parce que j'ai trouvé les retours assez intéressants, les réponses. Nadia, peut-être. Si je vais direct sur quelque chose d'assez technique de sexologie. En sexologie, on nous dit que un handicap va impacter la sexualité de 3 manières. Et il y a les impacts primaires qui sont directement liés à, entre guillemets, la pathologie. Les impacts secondaires qui vont être liés au traitement et les impacts tertiaires qui vont être liés à tout ce qui est psychosocial autour. Et en fait, moi, dans ma pratique, et ce qu'on retrouve aussi un peu dans la littérature scientifique, c'est que finalement, les impacts primaires, donc ce qui est vraiment directement lié au handicap, et secondaire, donc lié au traitement, c'est une toute petite partie de ce qui influence les personnes dans leur vie affective et sexuelle, et que la grande majorité de cette influence, c'est le validisme finalement. Donc moi, je suis en train vraiment de tourner, de changer mon fusil d'épaule, de dire « Ok, il faut arrêter de dire que le sujet, c'est sexualité et handicap. Je crois le gros sujet, c'est sexualité et validisme. » Je vous avais prévenu quand on a un peu préparé cette conférence que vous n'aurez pas de débat enflammé entre Nadia et moi parce qu'on tend à être violemment d'accord. La différence, c'est qu'elle a peut-être un point de vue où il y a eu plus de travail théorique derrière, alors que moi, les choses, je suis partie du travail sexuel avec des personnes valides et je suis allée vers le handicap de cette façon. Et moi-même, dans le processus, je suis devenue aussi de plus en plus handicapée par des douleurs chroniques, par le fait que je suis malentendante, par l'asthme, etc. Donc, je me rends bien compte que mon travail avec des personnes valides et le travail avec les personnes en situation de handicap, il n'y a pas fondamentalement de différence. Il y a des insécurités, il y a des limitations fonctionnelles ou non, il y a des limitations intérieures, des représentations, des préjugés, des fétichisations, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, les gens existent à l'intérieur de tout ça. Donc pour moi, est-ce que le handicap influence quelque chose ? C'est un des facteurs, mais c'est surtout comment la personne vit qui va influencer sa sexualité. Mais pour des personnes qui ont exactement le même handicap, on n'aura absolument pas la même sexualité. Donc c'est pas un facteur aussi majeur peut-être qu'on pourrait l'imaginer. Et ça, j'ai dû l'apprendre parce que j'avais des représentations assez moches, je pense, à la base. Parce que quand j'ai commencé à vouloir à m'ouvrir au sujet sexualité et handicap, en plus j'étais proche de l'accompagnement sexuel, qui a quand même toute une aura de validisme autour de ça. Les questions que je me suis posées, c'est OK, je vais tout apprendre sur la sexualité des personnes handicapées. J'ai eu le même réflexe que énormément de gens, finalement. Comme s'il y avait une définition, un champ spécifique qui est la sexualité handicap. Et moi, s'il y en avait une. Comme s'il y avait une sexualité des personnes handicapées. Et puis, par rapport à ce que tu disais aussi, il y a ce truc de
on peut avoir le biais et l'a priori que le handicap va avoir un impact forcément négatif sur la sexualité. Eh bien, pas que. En fait, il y a aussi plein de cas où le handicap a un impact positif sur la sexualité. Est-ce que tu aurais des exemples ? Ouais, alors très concrètement, en termes de créativité, très souvent, les personnes témoignent de beaucoup plus de créativité que ce que peuvent me témoigner les personnes valides, avec des guillemets sur valides. Et puis très concrètement aussi, là, il y a quelques jours, j'animais un atelier d'éducation thérapeutique du patient pour des personnes avec une sclérose en plaques. Et dans cet atelier, il y a des personnes qui me disent « Mais en fait, moi, depuis que j'ai ma sclérose en plaques, ça a été un détonateur et il y a plein de blocages que j'avais dans ma sexualité que j'ai fait péter parce que j'avais hâte de profiter de mon corps pendant qu'il était encore temps. » Et du coup, elles se sont complètement ouvertes à quelque chose, à une sensualité, à un érotisme qui était en dormance avant. Un exemple parmi tant d'autres. Ouais, c'est un bon exemple. Là, on parle aussi d'un rapport à un handicap qui est survenu au cours de la vie. Là, tu parles d'une maladie, ça peut être le cas d'un accident ou quoi que ce soit. Comment ça se passe si tu as des patients, toi, Cybèle, avec des clients, pour des personnes handicapées de naissance ? Est-ce que tu vois une différence d'approche ? Est-ce que vous voyez une différence d'approche différente ? Alors, moi, de toute façon, je vais rebondir sur ce que tu dis, Nadia. Hein. La diversité, moi, c'est le perks of the job. C'est l'avantage de bosser avec des personnes handicapées, d'être identifié TDS, travailleuse du sexe, pour des personnes handicapées. C'est vraiment ça. C'est que moi, j'adore la diversité déjà dans la sexualité. C'est quelque chose qui me motive de base, que je trouve plaisante. Et le fait de toujours être en apprentissage, à mobiliser ma créativité, c'est quelque chose que ça m'apporte. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a une myriade de situations liées au handicap. Et oui, on peut essayer de faire des catégorisations dans le sens où, voilà, je sais que tel type de problématique va arriver plus souvent quand je travaille avec des personnes avec telle pathologie. Voilà, il y a quand même des tendances où, voilà, il y a souvent une étape de deuil quand il y a eu la perte. Mais ça, on peut se l'imaginer que, voilà, quand les gens se voient dépérir, c'est pas la même chose qu'avoir un handicap de naissance, etc. Il y a tout un rapport au corps aussi qui peut avoir été construit différemment. Mais justement, encore une fois, des personnes avec la même pathologie et parfois des parcours très similaires peuvent arriver à la sexualité complètement de façon différente. Il y en a un qui va être très YOLO, essayons tout ce qui est possible de faire avec le corps que j'ai maintenant, comme une autre personne peut avoir internalisé énormément de restrictions et s'empêcher de faire certaines choses parce qu'on veut se normaliser au maximum en disant « moi, je veux rencontrer la bonne personne et me marier et avoir éventuellement des enfants, etc. » Et donc une vision extrêmement normative de la sexualité. Mais on ne peut pas dire que ça n'impacte pas le type de handicap ou la façon dont le handicap survient dans la vie des personnes, avant ou après la puberté, avant ou après la vie sexuelle. Le début d'une vie sexuelle active va changer le rapport à la sexualité transformée par le handicap, on va dire, je pense. Ouais, par rapport à ça, par rapport à ta question sur des personnes qui auraient eu très tôt dans leur vie ou de naissance un handicap ou quelconque diversité fonctionnelle, il y a vraiment quand même quelque chose qui peut arriver sur l'accès au corps, sur l'accès à l'information, sur la vie affective et sexuelle, qui peut impacter justement à un moment, comme tu le disais, Cybèle, où on est en train de se construire. Le fait d'être loin de l'information, le fait d'avoir une difficulté peut-être à accéder à son corps, le fait aussi d'avoir un entourage qui peut être encore en mode survie parfois, ou pour qui le handicap est un filtre qui va continuer d'infantiliser en fait, et qui va mettre dans la tête souvent des parents le fait que mon enfant va rester un enfant toute sa vie, alors que c'est pas vrai. Clairement, mais il y a plein de choses comme ça qui vont passer à l'as. Et après, en revanche, moi, ce que j'observe souvent, comme différence, c'est est-ce que la personne va passer le cap, va franchir le cap d'un conflit de loyauté. En fait, est-ce que je vais être loyale à moi-même, ou est-ce que je vais être loyale envers mes parents, ma famille, mes médecins, j'en sais rien. Et passer ce cap de, à un moment donné, je préfère être loyale envers moi-même.
et m'autoriser à jouir de tout ce dont il est possible de jouir, y compris de mes droits sexuels. Hyper intéressant. Tu parlais juste avant de faire attention à une espèce de normativité dans la définition de la sexualité. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus là-dedans ? Vous en parlez pas mal dans cette conférence-là sur le traitement, sur la représentation des handis dans la société, mais c'est très intéressant comme vision. Est-ce qu'on peut définir la sexualité ? Alors, moi, c'est une question que je pose à tous mes patients, à toutes les personnes que j'accompagne. Assez rapidement, je leur demande c'est quoi pour vous la sexualité et c'est quoi pour vous un rapport sexuel. Ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier. J'ai jamais eu 2 fois la même réponse à cette question. Néanmoins, souvent, on peut tourner autour d'un script sexuel dont on a commencé à parler tout à l'heure avec les préliminaires, une sacro-sainte pénétration, et puis dans les cas où ça se pose, éventuellement une éjaculation et dodo. Et avec un schéma qui est très hétéronormé, avec un schéma qui est très normatif, comme tu disais. Et en fait, du coup, moi, par rapport à ça, la définition avec laquelle j'aime bien travailler, une définition avec laquelle j'aime bien travailler, c'est la sexualité, ou un rapport sexuel, c'est quand on décide de passer un moment seul ou avec quelqu'un ou quelques personnes, avec l'intention d'en retirer du plaisir. Et point. Et après, soyons créatifs, quoi. Moi, c'est vrai que plus les gens essaient d'essayer de définir et d'encadrer la notion d'accompagnement sexuel, plus je suis confrontée à des gens qui se forcent à définir absolument ce qu'est un rapport sexuel et ce qui pourrait être inclus dans de l'accompagnement sexuel. Moi, je trouve ça choquant. J'ai l'impression que c'est extrêmement éloigné de la pratique de terrain, de ce que je vis. Et, j'ai participé à des conférences récemment où il y avait des personnes très gestionnaires. Tel département fait un projet pilote où il y aura de l'accompagnement sexuel. Et voilà. Et là, on essaie de dire ce qui va être autorisé. Bon, voilà, on autorise la branlette pour ceux qui n'ont pas de bras. C'est assez caricatural, mais du coup, on commence à dire la sexualité, c'est ça. Donc, dans l'accompagnement sexuel, vous allez avoir droit à ça. Et ça, je ne peux pas imaginer quelque chose qui soit le plus éloigné de ce que je vis concrètement dans le cadre de mon travail. C'est-à-dire des personnes qui ont des parcours absolument non linéaires avec la sexualité, avec la sensualité, avec le rapport à leur propre corps, la recherche du plaisir personnel, mais l'apprentissage de donner du plaisir à l'autre. C'est surtout ces 2 dimensions-là, parce que parfois, avec ma clientèle handicapée, c'est complètement asynchrone. Cette partie-là. J'apprends à donner du plaisir, c'est une étape. J'apprends à en prendre à un autre moment. En fait, on se concentre sur un truc à la fois parce que justement, on ne cherche pas du tout à jouir ensemble de toute façon. On va absolument pas se mettre cette pression, mais c'est souvent de recherche. Je veux ressentir du plaisir et je veux en donner à l'autre. On va prendre le temps d'explorer les 2 aspects et de voir ce qui convient pour l'un ne sera pas les mêmes choses qui conviennent pour l'autre. Mais est-ce que très concrètement, comme j'ai posé la question à Nadia d'un exemple assez concret tout à l'heure, est-ce que toi, Cybèle, t'es confrontée par exemple à des questions, à des envies d'un truc très précis dans la sexualité, genre on parlait justement de la pénétration, la sacro-sainte pénétration, et où il y a une impossibilité technique, émotionnelle, peu importe, et donc ils font appel à toi, et en fait... Comment tu te situes par rapport à ça ? Est-ce que tu essaies, je pense que j'ai une idée de la réponse, mais est-ce que tu essaies coûte que coûte de dire ok, on va y aller là-dedans et c'est parce que c'est ce que tu veux ? Ou est-ce que tu essaies de déconstruire le truc et de dire en fait, il y a moi, j'accompagne les gens là où ils sont prêts à aller. Et du coup, moi, parfois, je me décris comme une espèce de guide de moyenne montagne, parce que je vais en savoir. Hein. Et je dis, moi, je connais un peu le territoire, je peux interpréter les plantes, l'écosystème. Je connais pas nécessairement tous les lieux où tu veux aller, mais j'ai une bonne idée de comment on s'y rend. Je peux interpréter, j'ai la boussole, j'ai la carte, j'ai un petit peu ça. J'ai pas des instruments parfaits, mais en tout cas, j'ai les techniques, j'ai le terrain, j'ai des idées, et après, on fait équipe et on va aller. Et je vais voir si je peux interpréter le territoire avec toi là-dessus. Mais par contre, effectivement, j'ai des personnes qui arrivent, je leur demande ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller. On en parle et après on voit ce qui est faisable. Et parfois, ça implique d'échouer.
d'essayer, d'échouer. En général, il n'y a pas de larmes, il y a beaucoup de fou rire. Très, très rarement on se casse des os, non c'est pas vrai, mais en tout cas ça peut être un peu rocambolesque, mais ça faisait partie du processus. Et si, ça c'est une question que je pose souvent parce que j'ai beaucoup de premières fois. Autant avec des personnes valides que plutôt handies, j'ai pas mal de premières fois. Et donc, qu'est-ce qu'une première fois? C'est la première fois où on sexe, la première fois où on baise. La plupart des gens veulent une pénétration. En fait, pour eux, c'est ça qui qualifie la première fois. Et chez les hommes, il y a beaucoup le faire un homme de soi. Je veux pas mourir con. Voilà, on a des attentes comme ça assez fortes. Et du coup, moi, concrètement, lors de la rencontre préalable qui a parfois lieu, ou encore de la période préalable avant qu'on rentre vraiment dans la partie intime, je vais demander, mais est-ce que c'est important pour toi qu'on essaye de faire une pénétration, par exemple? Je vais te demander. Est-ce que ça fait partie de la raison pour laquelle tu m'as contacté? Et si la personne me dit oui, je dis OK, on va pouvoir essayer. Et on va voir si nos corps sont d'accord déjà, et si c'est agréable. Parce que c'est pas dit que ça le sera. Et limite, j'aurais envie de pouvoir dire ça aussi à tous les gens valides pour déconstruire, parce que la première fois, on sacralise énormément tout ça, et on sacralise la pénétration, etc. Mais là, dans ce cadre-là, j'ai aucun scrupule à dire, si vous avez envie d'aller là, on va essayer. Et si ça marche pas, il y a plein d'autres choses. J'ai des idées, j'ai des sextoys, j'ai plein de possibilités. Mais par contre, on pourra débriefer déjà, est-ce que c'est agréable? Parce que c'est pas parce qu'on a réussi, ce qui est arrivé plusieurs fois dans mon cas. Moi, en tant que partenaire valide, la première fois que j'ai baisé sur un fauteuil électrique, pardonnez, mais, avec quel point je suis directe, mais c'était pas particulièrement agréable pour moi, même si ça a été extraordinaire pour l'autre, selon ses dires. Du coup, on peut en parler, on peut voir, parce que du coup, on va aller dans la recherche. Tu as envie de donner du plaisir à l'autre? Et comment? Qu'est-ce qui t'intéresserait? Là, on ouvre un univers de possibles. C'est ça qui est fabuleux, je trouve. Nadia, est-ce que dans les consultations que tu as, dans les séances, comment t'accompagnes ça? S'il y a une envie, finalement, enfin, handi ou pas que handi, hein, c'est ça. Tout patient qui est, pareil, bloqué sur une idée très précise de c'est ça qu'il me faut et je n'y arrive pas. C'est un peu la même approche et j'utilise un peu le même vocabulaire en fait que Cybèle, parce que c'est pareil, je suis savoyarde aussi, donc je me définis aussi comme un guide de haute montagne. Plus haute que moi du coup. Si oui, toi c'est de moyenne montagne. Mais du coup, ouais, c'est rigolo. Mais il y a, moi dans mon approche d'accompagnement, il y a quelque chose de à quel point c'est indéboulonnable, à quel point c'est vraiment nécessaire pour la personne de passer par là, selon elle, ou pas. Et moi, ça va il y a des endroits où je vais plutôt essayer d'accompagner la personne vers, là aussi, une créativité et s'autoriser différentes choses. Moi, j'ai souvent en tête des personnes que j'accompagne et qui me disent ah oui, bon, des fois on fait un couple que j'accompagnais par exemple qui me disait ah oui, on fait des petites bêtises ensemble, on fait des petites choses, mais bon, on n'arrive pas à vraiment faire l'amour. C'est quoi vraiment faire l'amour? Vraiment faire l'amour, c'est un pénis dans un vagin, quoi. Et en fait, en creusant un petit peu, ok, c'est quoi ces petites bêtises et c'est quoi ces petites choses que vous faites? Et en fait, ils faisaient, mais ils avaient des centaines de pratiques incroyables, mais il leur manquait la pénétration vaginale. Et ils focusaient complètement dessus. Et voilà, du coup, là, mon travail, c'était d'aller naviguer un petit peu entre les deux. Et d'aller voir qu'est-ce qui se passait. Et à la fois, ce que j'observe aussi, c'est que le moment où on arrive le moment où on peut lâcher, je sais que ça fait très con de dire ça, hein, mais souvent c'est ce que j'observe, c'est que le moment où on arrive où on accepte une situation et où elle a moins d'enjeux, elle représente moins d'enjeux, c'est le moment où il y a plein de choses qui deviennent possibles. Mais tant que ça reste un enjeu si fort, ça bloque, ça met du stress et le corps se tend et ça rend impossible plein de choses en fait. Et donc,
de pouvoir arriver à de la détente. La sexualité, en grande partie, c'est de la détente. Et donc, quand il y a ce truc aussi tendu vers un objectif, quels vont être les chemins vers la détente ? Et au passage, plein de choses vont être possibles, et cette chose-là aussi, finalement. Tu me rappelles mon premier client, en fait, le premier, quand j'ai posté un site d'escorte et j'ai fait comme si je savais ce que je faisais et que je me suis déplacée chez le mec. Et juste au dernier moment, dans les derniers mails qu'on a échangés après qu'il m'ait donné l'adresse, en passant, je bande pas. Voilà, j'arrive pas à bander, j'espère que ça gêne pas. Et moi, ma réponse, ça a été j'amène le vibro, c'est cool. De toute façon, on va avoir du plaisir. Moi, tu me payes pour avoir du plaisir, en fait. Du coup, ça n'avait aucun lien. Ça aurait pu être un problème. Mais tu dis, super, on va pouvoir faire plein d'autres choses, t'imagines ? Ça va être cool. Est-ce qu'il y a des questions ? Et génial, une question là-bas. Et sinon, sur l'appli, Damien, je te laisse KO. Bonsoir. Merci beaucoup pour les présentations. Je souhaitais savoir, moi, donc on parle de l'influence justement de l'entourage, des constructions sur les sexualités. Et c'est aussi le thème ce soir. Et comment est-ce que vous pourriez imaginer une éducation à la sexualité un peu moins validiste ? Est-ce que déjà vous travaillez déjà sur ces questions-là, ou peut-être madame, est-ce que vous avez l'occasion d'intervenir en milieu scolaire ou en milieu hors scolaire avec des plus jeunes pour parler d'une éducation beaucoup plus égalitaire et moins validiste ? Ouais, merci beaucoup pour votre question. Alors oui, l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est un gros enjeu. C'est vraiment important. Mais cette éducation à la vie affective et sexuelle, elle se fait de manière formelle, entre guillemets, effectivement, à l'école, enfin école, collège, lycée. Et puis, elle se fait de manière informelle sur Internet, sur la télé, dans les films qu'on voit, et dans tous les médias, les livres qu'on lit. Et alors déjà, la loi sur l'éducation formelle, l'éducation à la vie affective et sexuelle n'est pas respectée, et c'est un drame, et c'est très compliqué. Mais aussi, il y a et puis il y a ce côté effectivement validiste dans les établissements scolaires, parce qu'il y a de la ségrégation, parce que tous les enfants ne sont pas forcément ensemble. Parce que, par exemple, en institution, moi, il m'est arrivé d'aller voir comment ça fonctionnait en IME, des choses comme ça. C'est même une bonne partie de mon travail. Il a fallu de nombreuses années avant que les établissements se sentent concernés par cette loi sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Mais aussi, de manière informelle, dans tous les médias qui nous entourent, ce validisme, il est incroyablement présent. C'était ne serait-ce que sur la représentation en général des personnes handicapées à l'écran, on était, je crois, sur 0,71%. Il y a quelques années, c'était les chiffres de l'ARCOM avant que ça s'appelle l'ARCOM. Et quand il y a une représentation, c'est souvent des représentations hyper stéréotypées. Tu es handicapé, tu vas être un super ami, mais vraiment, qu'est-ce que je peux compter sur toi ? Vraiment, cette loyauté dans l'amitié, c'est génial. Tu avais fait l'exemple, je me permets juste, Nadia, tu avais donné l'exemple dans la conférence filmée des Disney. Exactement. Pour moi, les Disney, c'est vraiment le truc, tout le monde connaît, je crois, tout le monde connaît les Disney. Si on prend Nemo, si on prend la Reine des Neiges, tous les personnages ont dit chez Disney, ils sont loyaux, c'est des super amis, mais c'est pratiquement les seuls Disney où il n'y a pas d'histoire d'amour, ou en tout cas ils sont pas ces personnages-là ne sont pas concernés
par une relation autre qu'amicale. Ou cette relation de sororité qui est, voilà, c'est super de voir ça à l'écran, mais pourquoi éloigner autant cette population ? Et donc je crois que ça passe aussi beaucoup par de l'informel. Et puis en termes d'éducation à la vie affective et sexuelle, pour les personnes handies, je pense que ça passe aussi par une éducation des familles. Et on travaille dessus justement avec Laetitia Rebord, parce qu'à la fois c'est nos expériences personnelles, mais c'est aussi nos expériences professionnelles qui nous amènent à nous dire mais si on travaille pas main dans la main avec les familles, on va pas y arriver en fait, parce que les familles aussi constituent des freins, et parce que les familles aussi sont pétries de validisme, mais comme nous tous, parce qu'on est tous issus de cette société, de ce validarcat, on pourrait dire. Et il y a de la déconstruction à faire avec les personnes elles-mêmes, avec les familles, avec les professionnels, et avec tout un chacun qui pourrait être des partenaires sexuels ou des partenaires amoureux ou autres, en fait. Laetitia Rebord, qui est consultante en sexologie, sexpert. Ouais, sexpert, elle est père experte, père aidante, spécialisée en santé sexuelle. Et qui fait partie aussi du collectif Les Dévalideuses et qui est très engagée, anti-validiste, féministe. Je vous conseille également de la suivre. Il y avait une autre question ou pas ? Ok. Oui, bonjour. Il y a quelques années, j'avais lu un petit peu des articles sur l'assistance sexuelle pour m'éduquer un peu, voir comment c'était représenté dans les médias. Et on se rend compte que le sujet il est encore hyper maltraité dans les médias, ça peut dire. Et notamment, j'ai la sensation qu'il y a un peu une disparité qui ressort entre le traitement de l'assistance sexuelle quand il s'agit d'une femme ou quand il s'agit d'un homme. Et je voulais savoir en fait quel était ton avis sur la question, quel était ton ressenti, Cybèle, parce que par exemple pour les femmes, on donne plus l'impression que finalement l'important c'est la tendresse, c'est le retour au corps. Il y a un côté très on parle pas trop de sexe, c'est surtout de la tendresse, une présence, etc. Alors que parfois on donne l'impression que pour les hommes c'est comme si c'était un besoin, voire même on insinue que ce serait un besoin pour réprimer la violence dans certains cas, l'air de dire qu'il y a des pulsions et que si on répond pas à ces pulsions, la personne pourrait avoir des accès violents, etc. Il y a des choses comme ça qui sont écrites dans les médias qui je trouve absolument atroces comme type de représentation. Et notamment, je pense à un article en particulier où il y avait une assistante sexuelle et la mère d'une personne handicapée qui était interrogée, mais pas la personne concernée, encore une fois. Et il y avait vraiment un côté en plus de la maman qui gère la vie sexuelle de son enfant parce que c'est elle qui répond en fait aux besoins de son fils en parlant à sa place en fait. Et voilà. Et je veux savoir si tu retrouvais ça aussi en fait dans cette représentation. Est-ce qu'il y a une pointe de réalité? Est-ce que c'est vraiment les propos validistes des médias? Qu'est-ce que tu en penses en fait? Alors déjà, on m'avait déjà posé une question similaire sur mon YouTube, c'est-à-dire qu'on était venu me dire, grosso modo, c'est ça, encore une femme qui doit se mettre au service des hommes, parce que bien sûr, les hommes, on les décrit comme étant des personnes qui ont des besoins, et donc des besoins sexuels, il faut bien qu'il y en ait qui s'y collent. Hein. Ça, c'est déjà des commentaires que j'ai vus sous certains des reportages, du reportage de France 3 dans lequel j'ai été un petit peu plus médiatisée dans mes débuts. Mais moi, quand on m'avait dit ça, j'ai dit mais attendez, y a Pascal Cosier qui a écrit un livre sur son accompagnement sexuel, y a Mélène Béraud qui a écrit un livre qui a été peu médiatisé, certes, mais Laetitia Rebord avait déjà témoigné aussi sur l'accompagnement sexuel. Il y a eu un certain nombre de femmes, on dirait que pouf, ça avait été mis de côté. Il y avait Peggy aussi dans l'interview de Combini avec son assistant sexuel Michael. Voilà, et en fait, il y en a qui, on dirait, deviennent plus viralisés et suscitent aussi beaucoup plus de commentaires misogynes. Je pense qu'effectivement, dans les représentations, je pense que dans les médias, on arrive à trouver les deux, presque de façon égale. Moi, quand je fais la liste des personnes qui ont été médiatisées, il y en a autant, sachant que ça reste du travail sexuel, donc ça reste stigmatisé. S'exprimer à visage découvert, c'est pas simple. Il y a très peu d'accompagnants sexuels en France qui sont prêts à s'exprimer à visage découvert. Dans la presse écrite, au moins, on est capable de le faire, ou encore via les podcasts, éventuellement, on peut le faire à visage caché. Mais il y a quand même assez peu de gens qui s'expriment en tout. Donc forcément, ça limite le nombre de représentations possibles. Mais dans la tête des gens qui commentent, et c'est là où c'est dans le commentaire, je trouve, que ça se fait le plus,
c'est qu'effectivement, on ne va pas voir le potentiel d'éducation sexuelle, de l'accompagnement sexuel. On va voir ils ont des besoins eux aussi. Et il faut bien qu'il y en ait qui s'y collent, quoi. C'est des trucs comme ça que j'ai vus, mais jamais on écrirait ça sur des femmes handicapées. On va pouvoir se projeter dans le père, le frère, qui deviendra handicapé, le grand-père, etc. On se projette beaucoup dans le handicap d'autrui, mais beaucoup plus dans les besoins des hommes. Et en fait, moi, j'ai tendance à dire, on va retrouver dans l'accompagnement sexuel la misogynie qu'on trouve dans le reste de la société aussi. Et ça avait été d'ailleurs une discussion avec des gens des dévalideuses à l'époque. Il faut se rendre compte qu'il y a énormément de misogynie chez les personnes handicapées, chez les hommes handicapés aussi. Et donc il y a des choses à aller déconstruire. Il y a de la violence sexuelle. Ils ont été victimes de violences sexuelles aussi. Ça fait partie des parcours. Donc il faut être capable d'en parler de ces choses-là. Et c'est pas évident parce que de toute façon, dès qu'on parle d'accompagnement sexuel, les médias sont là. Ah, handicap et sexualité, vous les aidez tellement, c'est fabuleux, vous êtes dans l'abnégation, etc. Et on a beaucoup de difficultés en s'exprimant devant les médias à sortir de cette narrativité pour aller parler de trucs comme on parle aujourd'hui. En fait, on se donne la peine d'aller plus loin dans des aspects techniques, dans des aspects concrets, quoi. Ouais. Et puis, si je peux rebondir par rapport à ça, au niveau du traitement médiatique de l'assistance sexuelle, il y a vraiment quelque chose qu'on retrouve après dans les demandes des personnes, qui associe un peu l'assistance sexuelle à une espèce de panacée. C'est forcément la seule et unique solution pour qu'une personne handicapée vive du plaisir ou soit touchée par quelqu'un sans que ça soit un toucher de soin. Et moi, c'est là où je trouve vraiment cet aspect très choquant, en fait, mais pourquoi, forcément, il faudrait une panacée ? Pourquoi il faudrait quelque chose qui soit une réponse unique ? On a tous des besoins très différents, et quand je parle de besoins, je parle pas forcément... J'assimile pas la sexualité à un besoin. Et vraiment, derrière, il y a plein de choses à développer. Et l'idée, pour moi, c'est de pas, c'est justement de pas rester focus et de pas rester bloqué que sur ces deux extrêmes. Avec, d'un côté, on va faire des groupes d'expression et des groupes de parole handicap et sexualité pour faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et c'est hyper important. Encore une fois, c'est hyper important de le faire. Et donc, on va faire cette proposition-là. Et de l'autre côté du spectre, on va proposer de l'assistance sexuelle. Et pendant longtemps, c'est comme s'il y avait une espèce de gouffre entre les deux. C'était soit l'un, soit l'autre, de manière très binaire. Et on est plusieurs à militer pour qu'il y ait vraiment toute une diversité d'offres. Encore une fois, l'important... on parle de sexualité, l'important, c'est la diversité. Quoi. À l'image des sexualités existantes. Tu as dit une chose très juste dans la conférence filmée où tu disais, en fait, il n'y a pas de besoin, il n'existe pas un besoin à la sexualité. On ne va pas mourir si on ne sexe pas. Par contre, on peut mourir du manque d'amour, on peut mourir du manque d'affection, en tout cas, un rapport beaucoup plus affectif, beaucoup plus intime, beaucoup plus profond. Ouais. Et juste avant de donner la parole, je voudrais juste faire un petit point technique sur les termes que vous utilisez. Toi, tu parles d'assistanat sexuel, et là, tu avais posé la question aussi sur l'assistanat sexuel. Toi, tu parles d'accompagnement, et moi, c'est vrai que je disais accompagnement. Est-ce qu'il y a une vraie différence ou... Il y a qu'on est en France et que le mot assistance a été très connoté. Moi, au Canada, je ne suis pas confrontée du tout à cette réalité-là. À l'échelle européenne, on utilise beaucoup sexual assistance en anglais, donc le mot n'est pas connoté de la même façon. En Suisse, c'est la même chose, on va parler d'assistance sexuelle. Après, c'est vrai qu'accompagnement, c'est assez juste. Comme on disait tout à l'heure, j'accompagne finalement des gens, et moi je dis souvent, le problème c'est que assistance sexuelle, pour moi, c'est extrêmement connoté handicap. Et une des choses que je dis maintenant, c'est que c'est pas le handicap qui définit si une personne est un client de travailleuse du sexe ou si il est un accompagné d'accompagnante sexuelle. Pour moi, c'est le besoin de la personne qui est exprimé, qu'elle exprime face à moi. Alors pas besoin dans le sens de besoin sexuel, mais besoin dans le sens de elle, sa demande, c'est je veux aller explorer quelque chose. Du coup, je suis en train de t'accompagner dans cette exploration. Et c'est pas ton handicap qui va définir si je suis en train de faire de l'accompagnement ou si on est juste en train d'avoir du cul pur et dur. Ce qui est aussi une demande de personnes handicapées, bien entendu. Oui. Alors moi, c'était pas pour poser une question, c'était simplement pour dire que pour moi, l'influence du handicap est capitale. Elle est capitale parce que déjà, quand on accepte personne en situation de handicap, déjà, on élimine la sexualité. Pour moi, on ne peut admettre vouloir vivre
une relation à l'autre que dans la mesure qu'on est facette homme ou femme. Je m'affirme, je suis une femme. Et je dis, on ne va pas me réduire à ce mode de déplacement. Déjà, je commence là. Je vais apporter un témoignage, dire que j'ai écrit un livre qui a 2 pages, quoi, il y en a plusieurs. Il y en a 2 où j'aborde cette question. Et bon, je ne pensais pas à l'époque, quand il est paru, en 2016. 2016, c'est loin, et c'est pas si loin que ça, quoi. Je ne pensais pas qu'il fallait susciter cette réaction-là. Je pensais très honnêtement que je répondais à des non-dits, mais que dans l'esprit des gens, c'était acquis. Eh bien, je vais vous dire, pour avoir simplement décrit une fellation, avec des mots pas accrus, eh bien, j'ai eu beaucoup de mes amis eux, au féminin, qui ont été très interpellés parce qu'en fait, elles ont découvert à travers ces 2 pages, que j'étais en fait plus émancipée qu'elles et que j'osais des choses qu'elles n'oseraient pas. Et ça a même failli me fâcher avec certaines d'entre elles. Je tiens à le témoigner parce que je crois que c'est là aussi une part de vérité. Il y a une autre question. Merci. Merci. Vos mots sont super justes. Merci d'être là et de ce que vous avez dit. Alors, voilà, moi, il y a tellement de choses. Au niveau, là, on est 3 femmes sur scène et j'ai l'impression qu'on dit la personne handicapée, mais quand même, on parle beaucoup des hommes. J'ai pas entendu beaucoup de choses qui concernent la femme handicapée. Et ça, dans ma recherche, donc je suis en fauteuil roulant. Alors moi, je me définis pas comme handicapée parce que déjà, se définir comme handicapée, c'est moi dans la sexualité. Alors justement, je me suis vraiment libérée et au contraire, grâce à ma sexualité, j'ai vécu des choses que peut-être je n'aurais jamais osé vivre sans ça. Donc, et puis surtout, le corps de la femme, ça, c'est très... personne n'a pu me le dire. Les 2 sexologues hommes quinquagénaires que j'ai rencontrés m'ont tenu un discours hallucinant. J'ai quand même été en voir un poussé par mon ex de l'époque qui ne comprenait pas que je n'avais pas de sensibilité de toute façon au niveau du pubis. Mais lui, voilà, c'était va-et-vient et la pénétration, quoi. Il comprenait pas que putain, avec une pénétration, ça marchait pas. Mais qu'est-ce qui se passait? Enfin, avoir un sexologue. Donc, j'ai été voir un sexologue, un vieux mec de 50 ans, qui, le conseil, c'est essayer. Alors, il y a des vibromasseurs puissants, alors très joyeux. Mon copain, il m'a entraîné dans un sex shop et on a dévalisé le sex shop et on a essayé plein de choses. J'adorais le sexe, et c'est revenu. Mais alors, moi, rien. Et bon, finalement, je l'ai quitté parce que c'était pénible. Mais c'était impressionnant qu'aucun professionnel ne soit compétent, capable d'écouter une parole féminine, d'apporter des réponses à une femme. Donc voilà, moi j'ai vécu une expérience que quelques femmes vivent, mais bon, il faut quand même se libérer déjà de ces préjugés validistes qu'on a quand on devient paraplégique. Et déjà, il faut se déconstruire beaucoup de choses. Après, il faut se dire quand même, c'est quelque chose que j'aime, quoi. Donc, comment faire, quoi. Déjà, pour y avoir accès, en effet, c'est compliqué parce que la plupart des hommes sont pétris de préjugés validistes. Et effectivement, alors, à un moment, j'étais sur un site de rencontre, mais c'était impressionnant. J'ai eu tous les hommes, quasiment, me demander, mais certains après 2 ou 3 phrases, des choses que jamais ils n'oseraient poser à une femme qui marche. Alors moi, je trichais pas, je me montrais mes photos en fauteuil. La 3e question, c'est est-ce que je pourrais te pénétrer? Bonjour, comment vas-tu? Ton prénom, c'est quoi? Incroyable. Alors moi, c'est vrai que j'avais une vie sexuelle active avant mon accident. Depuis, alors voilà, j'ai été avec des gens pendant 2 ans, et puis après, des histoires, j'en ai eu beaucoup.
mais je suis vraiment impressionnée par le validisme qui imprègne toutes les couches de la société, mais y compris les médecins en fait. Et puis Et l'inculture en ce qui concerne la sexualité féminine. Parce que par rapport à ça, ce que je voulais dire, après je rends la parole, pardon, mais j'ai découvert que mon corps entier s'est érotisé en fait. Que aujourd'hui, voilà, mes tétons, mon cou, le creux de mes coudes, enfin tout. Enfin, moi, quand j'ai un orgasme, je suis un clitoris géant, quoi. Mais c'est génial. Et jamais j'ai vécu ça avant. Et peut-être que jamais mes organes sexuels avant, mes seins, c'était limite, c'est agacé quand on s'y attardait trop. Aujourd'hui, mais c'est immense. Et ça ne peut être possible que quand je suis avec un homme qui m'aime pour ce que je suis, qui aime la sexualité et qui aime tout l'épanouissement que ça peut, et qui est déconstruit lui-même, qui ne projette pas des idées moyenâgeuses, quoi. Mais ça, c'est très rare. Très, très rare. Alors, ça fait pas du bien pour ta pratique, mais c'est pour ça que ce genre de sexologue n'est absolument pas invité ce soir. Non, avec plaisir. Et en fait, ce dont vous parlez, c'est aussi un truc qui est vraiment important, c'est l'intersectionnalité. Et ça fait partie exactement de ce qu'on traite avec les dévalideuses. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je fais partie du collectif Les Dévalideuses aussi. Mais c'est vraiment, on est à la croisée des chemins entre validisme et sexisme. Et puis, on peut rajouter aussi derrière, moi j'ai parlé pour moi, validisme, sexisme et racisme et LGBTQ-phobie. Et tout ça s'ajoute. Et effectivement, dans le corps médical, on va dire, et dans les personnes qui accompagnent, notamment au niveau sexo, il y a de tout, mais vraiment... ce qui est encore beaucoup enseigné, c'est quelque chose de très anatomique et de très focalisé sur la sexualité scriptée par Freud des hétérosexuels. Et en fait, tout ramène à ça. Et puis, il y a quelque chose d'assez terrible que je peux constater dans la grande majorité des accompagnements que je peux faire avec des personnes handies. C'est à quel point, autour d'elles, plein de personnes essayent de les amener dans la performance d'une sexualité, entre guillemets, normale. Et il y a vraiment ce truc de performer. Tu vas performer la féminité, tu vas performer la masculinité, tu vas performer le sexe normal. Et vraiment sortir de ces œillères-là, c'est un enjeu super essentiel et super important. Et se dire, moi des fois je pose la question aux gens, mais est-ce qu'il y a un flic avec vous dans la chambre en fait, dans la chambre ou dans le salon ou j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir être le censeur de, là c'est bon, tu fais du bon sexe, tu fais du sexe valide dans tous les sens du terme, t'as une bonne note quoi. Ben non, on s'en fout en fait. Et le flic il est dans, et pardon pour les flics. Voilà. Mais le flic est dans notre tête, quoi. Ouais. Il y a ce truc de j'ai mon censeur du bon sexe, et du bon sexe en plus de la gentille femme bien élevée, qui est censée être désirable et ne pas avoir de désir elle-même, qui est censée être dans l'attente et la passivité, la douceur et la tendresse. Mais non, quoi. Ça peut être tellement plus débordant et joyeux. Et merci beaucoup pour votre témoignage. Et effectivement, moi, je milite pour... je me dis un sexologue à la fois. Je vais arriver à... à les convaincre à venir dans ce giron de sexualité positive et joyeuse. Et en plus, je me permets aussi de donner ces détails-là dont on a parlé tout à l'heure, où je t'ai demandé si pour être sexologue, il y avait besoin de passer par une licence, que moi je croyais naïvement, une licence de psychologie, entre autres. On se dit sexologue, donc psychologue, ça va dans la foulée. Et tu me disais que non. Non, en fait, le métier de sexologue en France n'est pas un métier, n'est pas un titre protégé. Donc, un peu n'importe qui peut mettre une plaque de sexologue.
Et en fait, il y a plusieurs types de formations. Il y a des formations vraiment sérieuses en France qui amènent vers cette profession de sexologue. Il y a notamment un diplôme universitaire. Moi, je suis issue de l'Institut français de sexologie. Il y a plein d'autres écoles très sérieuses en France en sexologie. Et puis, en fait, il y a un métier de base, souvent. Il y a des personnes qui vont être médecins, sexologues, gynéco-sexologues, kiné-sexologues, sage-femme sexologue, infirmière sexologue, dentiste sexologue. Ne riez pas, j'ai une copine qui est dentiste sexologue. Vraiment. Voilà. Donc, il y a ce truc de se renseigner de qui on va voir, en fait, et quelle est son obédience, un petit peu. Non, mais je vais faire la blague parce que j'avais fait cette blague sur Twitter après avoir accompagné une personne avec Parkinson, que j'aurais eu besoin d'aller voir un dentiste ensuite. Donc, je peux comprendre le dentiste sexologue. Bien joué. Sache qu'elle existe. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Juste ce qui n'est pas le cas au Canada ou en Belgique, où on sort avec en fait, la sexologie est une spécialité après les études de psycho, à part entière. Par exemple, effectivement, au Canada, on peut faire une licence, un master, un doctorat en sexo, ce qui n'est pas encore le cas en France, malheureusement. Et puis, là, en ce moment, il y a l'Association mondiale de santé sexuelle qui est en train d'essayer d'unifier ça dans le monde, en mettant des titres différents, en fait, en dissociant qui sont les personnes qui font du coaching en sexualité, et c'est important qu'il y ait des coachs en sexualité. Et c'est différent des personnes qui font de la psychosexologie, et c'est différent des personnes qui sont médecins sexologues, urologues sexologues ou autres. Mais voilà, de pouvoir avoir un peu de clarté là-dedans, effectivement, ça serait important pour tout le monde, je pense. Pour parler des femmes, en fait, pour revenir là-dessus, moi, forcément, ma clientèle, elle est à 95-98% des personnes hommes, ou en tout cas assignées hommes à la naissance. Mais dans ma clientèle féminine qui n'est pas en couple, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, c'est des femmes qui sont dans un couple et donc le couple vient me voir, j'ai quasiment eu que des femmes en situation de handicap. Et par contre, ce qui m'avait frappée, c'était que c'était des personnes qui n'étaient jamais passées par l'association pour se rendre jusqu'à moi. Ça avait toujours été du bouche à oreille. Et donc l'association disait oui, on a très très peu de demandes. Et en fait, je me rendais compte que si on levait certains freins, il y aurait eu plus de demandes. Et il y a des freins qui sont complètement liés au sexisme de base, et se rajoutent, pour venir jusqu'à moi, des freins liés à la lesbophobie, à l'homophobie, LGBTQ-phobie en général. Donc si en plus on est... alors une des grandes différences que je dis souvent entre un client handicapé et un client qui ne l'est pas, c'est souvent que la famille est dans les parages, ou en tout cas qu'il y a des intermédiaires, des personnes tierces. C'est-à-dire que plus on rencontre de personnes handicapées, plus il y a de probabilités qu'on ait à traiter avec des personnes qui vont être un peu les complices pour faire en sorte que la rencontre ait lieu. Et du coup, quand il y a des intermédiaires, se rajoutent ces freins de lesbophobie potentielle, en plus de la représentation d'asexualisation des femmes handicapées, en plus de d'autres violences sexuelles qui ont pu être vécues, surtout pour les personnes en établissement ou encore très dépendantes. Voilà, il y a tout ce spectre-là qui vient se rajouter aux freins à la sexualité que rencontrent les femmes en général. Et celles qui arrivent jusqu'à moi, par contre, qu'est-ce qu'on s'éclate ? Parce qu'il y a justement cette recherche. Et des fois, on est dans une recherche qui n'est même pas liée à l'orientation sexuelle. C'est-à-dire, tiens, j'avais envie de voir une femme, parce que là, je suis en recherche de la sexualité, point. Et je me suis ouvert plein de portes. Et je me dis, voyons ce que c'est. Et l'expérimentation, finalement, je pense qu'elle vient plus facilement dans un contexte de handicap. On dit, je vais essayer, ça ne sera pas très grave. Si j'essaie avec une professionnelle, de toute façon, je ne devrais pas me faire... on ne devrait pas outrepasser mes limites. Il y a cette confiance déjà qui est installée. Et plus facilement, même avec une femme. D'ailleurs, on m'a dit dans ces cas-là, je voulais essayer la sexualité, mais là, je n'ai pas confiance dans un homme, donc je préfère essayer avec toi, mais je ne suis pas lesbienne.
Ce qui peut avoir l'air hyper bizarre, mais il y a des cases dans lesquelles les gens se mettent pas forcément. Et moi, je trouvais ça très intéressant, au final, d'avoir ces espaces d'exploration avec les femmes qui sont assez différentes de l'approche que je vois plus souvent chez mes clients masculins, de dire je veux me normaliser via la sexualité, je veux vivre une expérience humaine qui fait un homme de moi, qui me rend une personne sexuée aux yeux du monde. Je veux pouvoir ne pas mourir con. J'avais beaucoup plus ces démarches-là dès le départ qui étaient posées, alors qu'une femme qui vient et dit bon, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de voir ce que c'est, quoi. Et puis, pardon, si je peux me permettre aussi pour compléter, il y a aussi ce biais sexiste qui est renforcé par l'intersectionnalité avec le validisme, qui est celui selon lequel il faudrait protéger les femmes de la sexualité parce qu'elles seraient forcément violentées par la sexualité. Et on enlève complètement, et ça je crois que c'est à mon sens le plus grand tabou, c'est pas la sexualité qui est tabou, c'est pas sexualité et handicap qui est tabou, mais c'est le plaisir qui est tabou, je crois. Et c'est le plaisir dans un espace où ce qui est pensé en long, en large et en travers, c'est la souffrance. Et il y a un gros impensé du plaisir, et l'impensé du plaisir des femmes, il est encore plus énorme, parce qu'il y a toujours ce truc de... Une femme, c'est comme si c'était forcément une victime potentielle. Et on nous nie complètement notre potentiel de désir, de jouissance, de tout ça. Et effectivement, c'est assez terrible. Et voilà, c'est pour ça qu'on milite, quoi. Concrètement, comment est-ce que vous militez pour faire entendre que une femme en fauteuil ou une femme avec un handicap est aussi une âme désirante et aimant la tendresse, le toucher. Comme ça, on milite comme ça, voilà. Entre autres. En étant là ce soir, déjà, c'est une forme. On milite de plein de manières. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et ça me met vraiment en joie. Par exemple, avant-hier, j'étais dans un festival au Festival international du film sur les droits humains et il y avait un documentaire sur le validisme et la sexualité avec énormément de témoignages de femmes, de personnes queer, de tout le monde en fait, et qui affirment leur désir, leur plaisir, leur sensualité, leur érotisme. Et ça fait du bien, un peu de creep culture qui intègre aussi la sexualité. Et donc, ça prend de plus en plus de formes. Ça prend aussi des formes parce que y a de plus en plus de femmes et qu'il y a de plus en plus de personnes handies et donc de femmes handies qui font des travaux universitaires sur ce sujet-là. Il y a de plus en plus de personnes, effectivement, qui réalisent des films, qui font des émissions, qui vont dans la rue, qui font de la place aussi, on se fait notre place. Je vais parler par rapport aux dévalideuses, mais il y a tout ce truc de quand on va avec des associations féministes ou avec des associations écologistes ou avec des associations comme vous voulez, il y a ce truc de l'accessibilité. Nous aussi, en fait, on fait partie de vous. Nous aussi, on est des femmes. Il y a aussi les femmes handies quand vous militez pour les femmes, donc. Est-ce que vous pouvez nous prendre en compte et faire en sorte qu'on prenne aussi l'espace, quoi. Et donc, maintenant, on demande un peu moins l'autorisation. Et puis, on y va un peu plus. Voilà, ça peut prendre différentes formes. Bonsoir et merci d'être là. Moi, j'ai deux questions un peu différentes. La première, tu avais parlé, Nadia, de la notion de temporalité durant la conférence de Chambéry. Et je me demandais à quel point elle était prégnante dans le cas de la sexualité, du handicap, parce que moi, je trouve qu'en fait, cette notion de temporalité,
elle va toujours à l'encontre de l'idée qu'on peut se faire de la sexualité, ce schéma normatif où ça doit toujours être vite, rapide, où on construit beaucoup de fantasmes. On fait ça pendant la pause café, dans la cuisine. Et que forcément, moi, dans le cadre d'un handicap, on ne peut pas faire ça. Et que moi, je pense que ça induit aussi la question du coup d'un soir. Est-ce possible d'avoir un coup d'un soir avec une personne handicapée ? Ça, c'est quelque chose qu'on a pu entendre lors des JDS handicap et sexualité. J'ai l'impression que c'est une question qu'on entend régulièrement. Journée du développement social. Merci Camille. Donc ça, c'est ma première question. Et peut-être que vous pouvez déjà y répondre et je poserai ma deuxième question après. Ben oui, les coups d'un soir. Est-ce qu'on a des coups d'un soir en tant qu'handicapé ? Évidemment que oui, c'est possible. Mais par rapport à cette question plus large sur la temporalité, ça fait très souvent quand on pense accessibilité, on pense à l'accessibilité physique, matérielle, mais on pense pas souvent à l'accessibilité temporelle, au fait qu'il faut du temps, au fait que, par exemple, on va dans ce qui fait la charge mentale de la personne handi, il y a aussi qu'est-ce qui va me rester comme petite cuillère ce soir ? Est-ce que j'aurai suffisamment la pêche, l'énergie ce soir pour faire du sexe ? Et comment j'organise aussi ma temporalité par rapport à ça. Et je vois par exemple avec l'association La Beau de Vie, de temps en temps, on organise, on fait une proposition pour des personnes de vivre des massages. Je sais que dans des ateliers, par exemple, de tantra, on dit, allez, on va faire un massage, 40 minutes, pif, paf, pouf, tout le monde se retrouve sur les matelas, un peu d'huile et c'est parti, et en 40 minutes, c'est plié. Non, là, 40 minutes, c'est le temps pour qu'une personne soit installée sur le matelas. Donc, on va prendre 1h30 pour que les 2 personnes soient sur le matelas. Le temps qu'il faut pour que les personnes puissent apprécier leur massage. Et puis, on va reprendre 1h30 pour que les personnes puissent retrouver leur fauteuil. Et on prend ce temps. On s'autorise à prendre ce temps et à pas se dire là, la montre, allez, vite. Est-ce que ça ne fait pas partie de cette nouvelle créativité dont tu parlais, de prendre le temps ? Mais carrément. Enfin, après, on pousse le truc plus loin, mais c'est ce qui transparaît à chaque fois dans les conférences. C'est pousser aussi le truc d'un point de vue politique. Enfin, en fait, on a moins de temps parce qu'on ne veut pas prendre ce temps aussi de relationner. Il n'y a plus d'handicap valide là. De relationner vraiment en prenant le temps. On bosse, on rentre, on fait à bouffer, on va se laver, on se couche. Enfin, je caricature encore une fois, évidemment, mais on est sur un truc quotidien d'une forme de routine et donc forcément relationner passe un peu la trappe, quoi. Et de performance. Bien sûr. Il faut être des êtres performants aujourd'hui. Et donc, prendre le temps, c'est peut-être l'une des choses les plus subversives en fait, qu'on puisse faire. Militantes, en fait. Des plus militantes, vraiment. C'est ça. En tant qu'amatrice de Quickie, je me sens très jugée. Voilà, j'aime la diversité, c'est une des choses aussi que j'aime bien. Un petit coup rapide, ça peut se faire. Et aussi en tant que personne qui baise le matin. Je pense que justement, je suis une des rares travailleuses du sexe de mon entourage qui commence à 7h le matin, je suis dispo. Ça fait des bonnes blagues chez les L'Espérance. Quand il y a un mec qui dit « Oui, je voudrais avoir une initiation au plaisir anal de 7h à 9h demain matin », on y croit moyen. Il va vraiment se pointer, vous croyez ? Mais bon, bref, moi je vois cette diversité de ce côté-là, du côté professionnel. Et je trouve que dans les temporalités, justement, cette diversité-là, s'autoriser à la diversité, c'est quand même
c'est quand même permis. Donc, s'autoriser à la lenteur, s'autoriser à qu'est-ce qu'un rapport où on va ou non jusqu'au bout. Est-ce qu'on injecte un peu de sexualité entre la poire et le dessert? Voilà, il y a plein de petits moments dans lesquels il y a de la sexualité dans notre quotidien, et ça peut être fait de façon très délibérée, sans prendre énormément de temps aussi. Donc je pense que c'est plutôt faire sauter les barrières de l'injonction dedans qui est important. Et c'est vrai qu'on relègue la sexualité à la soirée. Après, une fois qu'on a fini de performer toutes les choses obligatoires du bon petit citoyen capitaliste, là on peut se laisser du temps pour la sexualité, et là on continue à rester dans cette performance, dans cette consommation. Et c'est vrai que c'est subversif dans le sens où c'est très anticapitaliste et anti-productivité. Mais je ne tomberai pas dans l'injonction de prendre le temps le soir. Prenez le temps le matin aussi quand même, si c'est possible. C'est très bien. La deuxième question. Non. Là, ma deuxième question, elle est un peu... On s'éloigne un peu. On est sur un autre sujet, plus sur la philosophie de l'accompagnement. Moi, en relisant un petit peu la préparation de Camille, je peux me poser une question peut-être naïve, bête, mais est-ce que l'accompagnement sexuel, c'est pas déjà une forme de sexualité? Et où est-ce qu'il n'y a pas déjà aussi une philosophie de l'accompagnement où on est plus sur de la thérapie? Moi, je me rappelle de l'épisode qu'on avait fait, Cybèle, où on parlait plus de quelque chose de fini, justement, en termes de temporalité, que c'était plus... thérapie d'un point A à un point B, et ça va rejoindre aussi le fils de Camille qui avait une peur de l'attachement avec le client. Donc moi, je me posais la question, quelle était votre position là-dessus? Moi, j'ai jamais été team thérapie pour la partie assistance sexuelle, déjà parce que je viens du travail du sexe. Et dans le travail du sexe, avec des personnes, qu'elles soient handicapées ou non, on fait des bouts de chemin, on a des actes sexuels qui font partie de l'expérience sexuelle de la personne, et elle construit ou détruit, déconstruit, vit une partie de sa sexualité avec nous pendant un certain temps, et puis voilà. Donc moi, je me suis dit, l'accompagnement sexuel, c'est un peu la formalisation de tout ça dans un contexte où il y a une demande vraiment de dire, ok, j'ai une problématique et j'aimerais qu'on la travaille. Mais après, j'ai jamais vécu ça comme étant des actes thérapeutiques. Je me suis jamais vue particulièrement comme humaniste, comme on a dans certains discours sur l'accompagnement sexuel. D'ailleurs, c'est la blague de la fellation humaniste ou pas, que je fais souvent, pour montrer un petit peu que c'est ridicule et que surtout, il y a toute cette ambivalence dans le contexte spécifique du handicap, où on dit, j'en ai marre d'être un corps soigné et je veux être un corps de plaisir, et c'est ce que j'ai envie d'apporter aux gens. Et derrière, on a envie de remédicaliser l'accompagnement sexuel en disant il faut que ce soit des professionnels formés, parce que quand même il y a des spécificités, il faut qu'ils prennent des cours quand même, pour pas faire mal aux gens, pour que ça puisse se faire dans les institutions de façon bien cadrée, parce qu'il faudrait surtout pas faire un truc qui déborde de la normalisation, faudrait surtout pas qu'il y ait du BDSM et de la douleur, alors que en fait, moi, ce que je vois dans la diversité de la sexualité, donc un peu les aspects du BDSM qui peuvent arriver dans les sexualités, c'est de la sensorialité, c'est de la psychologie, c'est des états mentaux dans lesquels on se met, c'est complètement de la sexualité. Et pourquoi on irait dire à une personne, parce qu'elle est handicapée, tu fais pas ça, parce que ça, c'est de la douleur. La douleur, ça n'est pas dans la sexualité, c'est pas quelqu'un d'extérieur à toi de venir dire ce que c'est. Donc, voilà, moi, avec l'injonction aussi, tu avais précisé dans la conférence, l'injonction aussi pour les personnes autistes de dire non, on va pas là-dedans, il y a déjà une forme de violence intérieure. Je sais plus comment tu l'avais sorti. Je sais plus si c'était dans la conférence, ça te parle pas ça? Je sais pas exactement ce que j'ai pu dire. Moi, j'avais été choquée quand j'ai été formée avec des personnes qui se spécialisaient là-dessus, alors que c'est vrai que les personnes sur le spectre de l'autisme, ça a été déjà dans ma vie privée, ça a été une partie de mes partenaires sexuels. Et là, en fait, quand on disait, voilà, les gens, ils vont se faire mal, etc. Et là, après, c'était bon, ok. Et je connais plein de personnes autistes qui m'avaient fait ces témoignages. Pour moi, le BDSM, c'est super bien parce que c'est méga codé, donc je sais quand les choses dérapent et quand je suis en train de perdre le contrôle, j'ai les signaux, j'ai les warnings qui s'allument. Alors que dans un milieu moins codé, j'ai pas ça. Et ensuite, les sensorialités sont différentes. Là, je peux me permettre d'aller vers des pressions, des contentions, et ça me fait du plaisir. Ça me rentre dans des espaces, le subspace. Voilà, il y avait toutes des théorisations. Et là, ils disaient, mais ça me convient en fait comme sexualité. Finalement, c'est ma façon de sexer. Je me définirais presque comme asexuelle s'il y avait pas ça. Et dans tous ces... Il y a plein de TDS aussi qui sont autistes. Donc, c'était des débats que nous, on a beaucoup dans nos milieux. Et je me dis, mais
Oui, c'est les dangers de normalisation autour de la définition très précise de l'accompagnement sexuel. Et donc, dès qu'on va dans l'aspect thérapeutique, on commence à vouloir absolument définir ce que ça va être comme thérapie, avec ce qu'on veut accomplir, le but où on veut aller, alors qu'en fait, ça ne m'appartient pas, moi. Effectivement, c'est une forme de sexualité. On vit, on sexe. D'ailleurs, j'arrête de dire baiser, faire l'amour, etc., pour sortir de cette idée de pénétration. Mais on sexe, on explore. On vit des expériences sexuelles qui vont nous façonner, peut-être détruire des choses chez soi, etc. Et j'ai très peur, en fait. Je sais que je suis un peu Je suis une des personnes qui peut-être est le plus médiatisée en France sur l'accompagnement sexuel, et en même temps, j'ai pas du tout le même discours que beaucoup d'autres personnes qui sont médiatisées en termes de on a besoin d'une formation, on a besoin, il faut que ce soit encadré, il faut tout ça. Moi, je pense pas que ce soit une très bonne idée. J'ai très peur de la normalisation, des normativités imposées, de ça c'est du sexe, tu y as droit, mais ça par contre tu pourras pas. On a le droit de jouer avec des plumes et de la peinture, voilà, pour aller sur Because My Body, le reportage sur l'accompagnement sexuel en Italie, très encadré par des sexologues qui viennent s'assurer que tout le monde va bien, alors que clairement la personne ne va pas bien dans le reportage. et au final, on ne se permet pas d'avoir des mauvaises expériences. On va dire, tu as droit à ça, tu n'as pas droit à ça. Moi, je veux dire, j'ai souvent dit, vous n'avez pas le droit d'avoir de la pénétration. Les Suisses ont bien découvert ça. Ils avaient dit, vous n'avez pas le droit d'avoir de la pénétration. Et finalement, à un moment, on dit, finalement, tout le monde le fait. Donc, on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit, mais ils font quand même. Et moi, je demandais, mais vous avez besoin de quoi, vous, réellement? Et là, si tu leur dis, ils ont droit à de la pénétration, ils disent, moi, je veux de la pénétration. Si on dit, pas le droit. Non, moi, j'ai pas besoin, ça va. Et en fait, ils vont adapter leur discours à ce qu'on leur dit qui est possible. Et moi, j'ai très peur. J'ai très peur des normalisations qui peuvent venir. Et pour ça, je dis laisser ça dans les mains des TDS, à définir ce que c'est que l'accompagnement sexuel. Les personnes handicapées et les personnes TDS pourront arriver à le définir, mais surtout pas dans les mains, excuse-moi, de professionnels. Mais bon, t'es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec toi, donc ça y a pas de souci. Pas drôle. Ouais, désolée. C'est pas drôle. Non, mais et pour aller dans ton sens, en fait, il y a vraiment ce truc de l'autodétermination, tout simplement, que chaque personne puisse dire, voilà, ma sexualité ou mes sexualités, c'est ça, ça, ça. Et puis aussi, encore une fois, on a le droit, tous en tant qu'être humain, ça fait partie des droits humains et des droits sexuels de tout un chacun, de pouvoir explorer, de pouvoir expérimenter. Et donc, on explore, des fois, on se plante. Et puis, il y a ce truc, et cette exploration, très souvent, du fait du handicap, on va nous la dénier en disant « Ah oui, mais c'est un risque, c'est trop risqué. » Eh ouais, mais la vie, c'est prendre des risques, en fait. Si on prend plus des risques, on ne vit pas. C'est ça, je voulais revenir là-dessus sur l'idée de la peur de l'attachement de l'accompagnant ou accompagnante sexuelle. C'est souvent ça aussi qui revient dans le discours, de se dire mais la personne handi va automatiquement, ou en tout cas il y a éventuellement la limite et la peur qu'il y ait de l'amour ressenti alors que c'est pas du tout le cadre. Ouais, et c'est pareil aussi quand par exemple je travaille dans des établissements. On va nous dire oulala, mais cette personne, on a un peu peur qu'elle se mette en couple parce que le jour où il y aura peut-être une séparation, alors il ou elle va décompenser. Ouais, non, mais là, on est encore avant qu'il se passe un truc. Enfin, on vit plus. Et tout le monde peut décompenser. C'est pas une question. Enfin, voilà, ça peut arriver à tout le monde. De très mal vivre un chagrin d'amour et d'avoir vraiment des problèmes psychologiques après un chagrin d'amour, ça peut nous arriver à tous. En fait, donc, n'empêchons pas les personnes de vivre ce qu'elles ont à vivre, parce que c'est la vie. Et l'idée, c'est vraiment de sortir du mode survie. On n'est pas là pour survivre, je crois. Et on est là pour vivre. Et du coup, explorer. Et du coup, des fois, se planter. Et aussi, on peut glaner des trucs super chouettes au passage, quand même. Donc, ne nous épargnons pas ça. C'était juste par rapport au temps nécessaire et à la désynchronisation dont vous parliez. Non, je blague, vas-y. Ce serait là. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, c'était dans l'acte, pour en revenir vraiment à l'acte sexuel. Enfin, voilà. Moi, j'ai découvert l'immense plaisir qu'est justement la désynchronisation, le fait de se consacrer entièrement au plaisir de l'autre. Et ensuite, d'être entièrement comblé de l'attention de l'autre. C'est quand même quelque chose qui permet une jouissance aujourd'hui, à moi, qui est incroyable. Et je pense que
l'état d'esprit et que beaucoup de personnes qui se pensent valides n'ont pas. Et dans la sexualité, aujourd'hui, moi, je m'estime bien moins handicapée que la plupart des amis, entre guillemets, valides que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est sans ça que je me détermine pas comme handicapée. Oui, pour sauter à la corde, peut-être que je suis handicapée, mais pour bien d'autres choses, je ne suis pas du tout. Donc, pourquoi est-ce que moi, je devrais en permanence avoir une étiquette sur la tête handicapée ? Enfin, je pense que dès qu'on se reconnaît dans un stéréotype, le stéréotype, avec tout son magma de saleté, il nous imbibe, en fait. Donc, non, moi je refuse. Et si on m'insulte en me disant que je suis une personne handicapée, moi je dis non, mais toi, c'est quoi ton handicap ? Et je pense que le validisme, il vient déjà là, quand on s'identifie à un groupe en raison de sa déficience. Ouais, et puis c'est aussi revenir à une vision médicale du handicap, en fait. Alors que ça fait et en France, cette vision médicale du handicap, elle est très 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 ancrée, c'est limite indécrottable, alors que ça fait une 40aine d'années qu'on est passé à d'autres visions du handicap, en fait, à d'autres choses, et notamment, c'est tout ce côté environnemental. Quand on dit être en situation de handicap, moi, ça m'énerve profondément quand il y a des personnes qui disent « je suis en situation de handicap ». Non. Oui, mais de quelle situation tu parles ? Parce que si on parle de situation de handicap, c'est dans un contexte donné. Et là, ce que j'entends, par exemple, ce que vous venez de dire, c'est dans ma sexualité, je ne suis pas en situation de handicap. Il y a d'autres moments, si je suis devant 15 marches, je vais être en situation de handicap, mais dans ma sexualité, pas du tout. Quelle est de quoi on parle ? Quelle est la situation ? Et qu'est-ce que l'environnement et quelle inadaptation de l'environnement crée du handicap ? Mais c'est pas forcément par rapport à soi. Et puis si je peux me permettre, l'idée, moi je l'entends comme ça dans les milieux militants anti-validistes, c'est vraiment l'idée de se réapproprier les termes. On le voit aussi dans les milieux LGBT, tu te réappropries les termes de Gwyn, tu te réappropries les termes de PD, le travail du sexe, tu te réappropries le terme de pute. Enfin, il y a vraiment l'idée de se réapproprier les termes et comme tu dis Nadia, de sortir des connotations médicales, un truc où forcément il y a quelque chose en moins, quoi. Et l'idée c'est ce que je ressens avec les dévalideuses, etc. Mais même avec Dear Valid People, d'arriver à se dire on devient handi, alors il y a un nouveau terme, mais handicapé, enfin peu importe finalement le titre qu'on lui donne, mais l'idée de sortir de la situation de handicap comme elle est connotée de manière validiste, quoi, d'un truc très centré, de se décentrer de ça et justement une réappropriation des termes, quoi. Ouais, et ça me parle d'autant plus que là je fais aussi le lien pas mal avec je vais parler de mon cas personnel, mais moi je suis aussi assez touchée par cette notion d'ancestralité handi et de se dire, ok, il y a aussi une ancestralité non biologique. Alors ça vient pas de moi, mais ça vient de Daniel Goncalves et de son documentaire justement Accessibility. Et cette notion vraiment d'ancestralité handi et de se dire, où est passée notre histoire ? Notre histoire handi entre guillemets, et moi il y a plein de moments dans ma vie et quand j'étais gamine et quand j'étais ado, j'aurais adoré savoir que avant moi il y avait des gens handi qui baisaient, qui sexaient, qui s'amusaient, qui faisaient plein de trucs, et de pas passer par cette impression de devoir réinventer la roue et de devoir sortir de carcans que je croyais être à un moment. Je me disais je suis en train de faire un truc exceptionnellement courageux, dans un discours hyper validiste, vraiment c'est mal, mais aussi j'avais pas d'histoire à quoi me raccrocher. Moi ça m'a fait un bien énorme par exemple de voir Crip Camp. Et ça m'a vraiment permis de me dire waouh, mais putain, il y a 50 ans, un documentaire qui est disponible sur Netflix. Sur Netflix. Ouais. Le pire, c'est que tu étais en train de parler. Je me disais, t'aurais voulu voir Crip Camp quand tu étais jeune, c'est ça ? Oui, mais c'est ça. Non, mais vraiment, ça m'a fait un bien fou, en fait, de me dire. Mais ouais, il y a des gens qui ont lutté bien avant. Et en France, tout le collectif Handicapés Méchants, ça m'a fait tellement de bien de voir qu'ils avaient existé. Et de dire, mais. Et en fait. Ça, c'est une facette de qui je suis. C'est absolument pas l'entièreté de mon identité de dire je suis handi, mais c'est une facette que j'ai personnellement moi
pas envie de nier non plus. Et effectivement, je me reconnais beaucoup dans ce que tu viens de dire, Camille, de se réapproprier l'insulte et le stigmate. L'heure tourne, mais nous avons des questions sur l'application. Oui, il y a eu une question. Peut-on, entre parenthèses, et comment accompagner au mieux les personnes ayant un TSA avec déficience intellectuelle vers l'autodétermination en lien avec sa vie affective et sexuelle? C'est le titre de la prochaine conférence, c'est ça? Génial. Parce que j'ai l'impression qu'il y aurait du matos à dire là-dessus. Surtout que j'ai pas de mode d'emploi. J'ai commencé à écrire une fois un manuel sur l'accompagnement sexuel des personnes, voilà, de ce que je fais en fait, un peu un guide de ce que j'aurais voulu pouvoir voir transmettre. Je veux pas qu'on réinvente la roue à chaque fois, et je trouve que effectivement les formations qui sont données sont très partielles, qu'on pourrait déjà faire amener les gens à réfléchir sur ce qu'est leur conception de la sexualité, du handicap, avant de faire de l'accompagnement sexuel. Donc j'avais tenté de faire un petit peu ça, et c'est vrai qu'il y a des spécificités, mais en même temps chaque personne est tellement différente. C'est comme moi à l'époque, j'y connaissais rien et j'ai voulu lire des bouquins. Du coup j'ai commandé un bouquin, ça s'appelait La sexualité de la personne handicapée mentale. C'est horrible comme livre, si vous tombez dessus, laissez tomber. J'ai fini par arrêter, mais bon, j'ai trouvé certains livres intéressants parce qu'ils parlaient de l'histoire, par exemple, de l'accompagnement sexuel en Suisse, etc., des luttes qui ont été autour, des constats qui ont été faits. Ça, je trouvais ça intéressant. Mais après, c'est vrai que d'essayer d'écrire un manuel, de dire voici comment on va faire pour accompagner la personne. Il y a tellement, c'est un peu comme on disait, comment on fait pour accompagner la personne valide dans la sexualité. Ouais, bien sûr. Et je pense que oui, j'aurais des tips à donner à des collègues qui me disent j'ai un client TSA qui a telle problématique avec ses parents m'ont contacté parce que X, et ça m'est arrivé déjà, même l'accompagnement ne s'est pas fait, celui auquel je pense, parce que c'était dit, il était non-verbal, donc avec des sciences intellectuelles, voilà, je suis un peu mitigée. Faut voir ce que ça veut dire réellement dans le concret de l'échange qu'il y a. Mais moi, quand j'ai demandé à avoir un échange vraiment avec la personne qui de base était très peu verbale, la question de son orientation sexuelle n'avait jamais été posée. Donc, est-ce que ça t'intéresse de vivre ces choses-là avec moi? Est-ce que tu as déjà ressenti de l'attirance, etc. Et pour un homme, est-ce que là, c'était je ne sais pas, peut-être. Et du coup, la maman était très frustrée dans cette histoire parce qu'elle avait déjà fait tout ce processus, on en a déjà parlé, machin. Je pense que c'était pas la demande, elle est peut-être pas tout à fait là maintenant. Donc elle était très très frustrée. Mais en fait, il y a des situations souvent très complexes autour de l'accès à la sexualité derrière, quoi. Donc j'ai pas juste un seul conseil, quoi. Il y a des savoir-être aussi en tant que personne qui accompagne dans tout ça. En tout cas, moi, je dirais présumer de rien déjà sur les besoins de la personne. Il faut qu'elle soit au centre de tout, à toutes les étapes de ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué avec des parents qui s'impliquent, parce qu'ils vont avoir une idée de ce qu'ils ont compris que leur enfant avait besoin, que l'adulte a besoin. Mais voilà, ils ont des idées très précises de ce qui a été demandé, de ce qui était la demande, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Et une fois qu'on enlève cette médiation, on reçoit une demande différente, ou des fois, on se rend compte qu'on n'est absolument pas la réponse idéale à apporter. Il faut savoir se retirer dans ces cas-là. Après, voilà... Je pourrais parfaitement donner des conseils à des TDS, comme tu peux donner, j'imagine, des conseils aussi à des couples dont quelqu'un est TSA ou à des personnes dans des demandes. Mais c'est tellement de variété de situations immenses que je mobiliserais des choses très différentes selon ce qui va m'être exprimé dès le départ. Ouais. Et puis encore une fois, il y a cette question de... avant d'en arriver là, dans l'accompagnement, il y a aussi, quelles sont les informations auxquelles la personne a eu accès ? Qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui a été accompagné déjà au niveau de l'éducation toute la vie de la personne. Effectivement, comme tu le disais, d'interroger vraiment sans projeter. Et moi, il y a des situations où les parents ou les professionnels, je ne suis pas tout à fait sûre qu'ils aient même interrogé la personne, mais que simplement... ils présument directement sans même avoir gratté très très loin, quoi, même sans avoir demandé tout court. Et ça peut être super violent en fait. Ouais. Moi je refuse de faire partie d'une situation de violence sexuelle envers quelqu'un dans ces situations-là. Et
c'est remettre pas la personne handi au cœur des sujets, des échanges, c'est ce qu'on ça, c'est peut-être un des s'attelle grands un conseils peu. que je donne à mes collègues travailleuses du sexe, qui vont me dire, oui, j'ai la famille de machin handicapé. D'accord, est-ce que la personne peut s'exprimer ? Bien sûr. Est-ce que c'est possible d'avoir au moins en visio directement, que je puisse voir si on va au moins se comprendre aussi, Oui. si je vais avoir besoin de quelqu'un pour interpréter ce que tu dis, parce que des fois, l'élocution, c'est compliqué. Donc, je veux savoir jusqu'à quel point la communication va pouvoir se faire pour obtenir un détail direct de ce que toi, tu veux, et surtout quand le sexologue, il est sorti de la pièce, quand le parent est sorti de la pièce, quand la grand-mère est sortie de la pièce. Bien quoi. sûr. Mesdames, je suis obligée de vous arrêter, mais je pense qu'on aurait bien eu envie de continuer. Je sais, t'es dans l'élan, mais merci infiniment pour votre venue, pour tous ces échanges très riches. Avec grand plaisir. Vous pourrez du coup retrouver le podcast sur les réseaux sociaux. Enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous verrez ensuite où est disponible le podcast. Et merci à vous pour votre présence ce soir. Rendez-vous mardi 9 avril, 18h à la Gazette Café pour parler parentalité et handicap. Merci. Valide people. Valide people.